BFM Business, BFM Patrimoine, l'œil du stratège. Le stratège qui est en plateau avec nous aujourd'hui, Stanislas de Baillencourt. Bonjour, désolé. Bonjour. On va être complètement transparent. On devait avoir un deuxième débatteur, Marc Riez. Apparemment, il est coincé dans les transports. Donc, on va pouvoir échanger plus longuement ensemble. D'abord, un mot sur cette réunion de la Banque Centrale Européenne. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de la réunion d'aujourd'hui ? Alors, on attend un peu plus de clarté parce qu'il y a eu des signaux assez contradictoires au cours des derniers mois. Ce qui est évident, c'est que le premier signal, ça va être l'arrêt de l'achat d'actifs. Donc, quel est le timing ? Est-ce que c'est juin, juillet, etc. Et ensuite, quels seront les indicateurs que la BCE va suivre qui lui permettront de déclencher la séquence de hausse de taux qui enchaînera. Les marchés attendent déjà, d'ici à la fin de l'année, un retour à des taux nuls, c'est-à-dire à zéro, passer de moins 0,50 où on est aujourd'hui à 0 au 31 décembre. Donc ça, c'est ce qui est attendu par les marchés. Mais sur le rythme et le phasage, c'est encore assez flou aujourd'hui. Mais ça pourrait arriver dès le troisième trimestre, dès la fin du programme de rachat d'actifs. Tout à fait, ça pourrait arriver dès le troisième trimestre. Ce qu'il faut quand même voir, c'est que depuis le 1er janvier, on a quand même eu une hausse massive des taux. Les taux à 5 ans allemands sont par exemple passés de moins 0,60 à plus 0,50. Le 10 ans français était quasiment à 0. Il est à 1,30 aujourd'hui. Donc on a eu un ajustement déjà très très fort au niveau des taux d'intérêt qui s'est fait, à tel point que la BCE a dû communiquer en fin de semaine dernière pour dire qu'ils étaient obligés de travailler, enfin qu'ils commençaient à travailler sur un plan pour, en cas de hausse trop forte ou trop violente des taux, pour mitiger cette hausse-là. Donc on sent bien qu'ils sont toujours sur une recherche d'équilibre, avec en plus un contexte économique qui est plutôt en ralentissement, donc pour eux la nécessité d'équilibrer les deux, une inflation qui est galopante, et on le voit d'ailleurs dans l'élection française, c'est devenu un thème politique, un thème central, c'est pas seulement un thème de banquier central, c'est devenu un thème de tous les jours de la vie sociale, donc ils sont obligés là aujourd'hui de faire quelque chose pour cette inflation, même si finalement passer les taux de moins 0,50 à 0, ça aura très peu d'impact sur l'inflation, qui est aujourd'hui principalement drivée par les matières premières et qui se répercute à la suite dans l'ensemble de l'économie. Justement, l'inflation, 7,5% dans la zone euro au mois de mars. À quand le pic d'inflation ? Certains analystes nous disent, aux États-Unis, on est proche du pic d'inflation a priori. Dans la zone euro, ce sera quelques mois après. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on devrait être dans les 2-3 mois du pic en ce moment. On va commencer à avoir des bases de comparaison annuelles à partir du mois de juin, notamment sur les matières premières, où le pétrole aura une hausse moins marquée sur un an glissant. Donc voilà. Mais finalement, le plus important, c'est pas le pic. Tout le monde sait qu'il va arriver d'ici 3-6 mois en Europe, peut-être un peu avant aux États-Unis. Très bien. C'est comment on va redescendre du pic. Est-ce qu'on va redescendre très fortement une fois qu'on aura, par exemple dans un an, on aura des bases de comparaison notamment sur les matières premières qui seront beaucoup plus neutres que celles qu'on a par rapport à l'année passée. Mais le risque dans un an ou dans 2 ans, c'est de voir les effets de second tour, notamment sur les hausses de salaire. On voit qu'aujourd'hui les salaires augmentent très fortement aux États-Unis, ils commencent à augmenter en Europe, mais probablement ils vont continuer à augmenter l'année prochaine pour rattraper un petit peu toute cette inflation qui a eu lieu. Donc il va y avoir un effet de lissage. Mais pour l'instant, la boucle prix-salaire ne s'auto-alimente pas en Europe, on est d'accord ? Non, la boucle prix est partie beaucoup plus fort que la boucle salaire, mais probablement à partir du moment où en plus il y a des bons chiffres en Europe, enfin le chômage baisse, donc ça c'est quand même quelque chose de favorable. On a une augmentation nominale des salaires qui accélère par rapport à ce qu'on a eu depuis 10 ans ou 15 ans où il se passait peu de choses, et donc à partir de ce moment-là, on commence à avoir cette boucle qui s'enclenche. Alors tout ça, il y a quelques bémols, notamment la guerre en Ukraine et son impact sur l'activité économique pour la deuxième partie de l'année 2022 et l'année 2023, notamment en Allemagne, qui sera l'une des économies les plus impactées. Est-ce que la Banque Centrale Européenne n'a pas fait une erreur en annonçant que la hausse des taux, la première hausse des taux interviendrait après la fin de son programme de rachat d'actifs ? Certains nous disent la situation actuelle justifierait qu'on relève les taux dès maintenant pour lutter contre l'inflation et garder quand même cette possibilité de contrôler les spreads en Europe avec le programme de rachat d'actifs. Dans les faits, ils gardent toujours cette possibilité d'intervenir. Quand vous entendez à chaque intervention de Christine Lagarde, il y a de la flexibilité, il y a de l'optionnalité. Encore cette communication vendredi dernier où c'est sorti comme ça sur Bloomberg, ils disent voilà, on travaille à un plan au cas où les taux partiraient trop fort, parce que ça a décalé très fortement. Les taux 10 ans italiens étaient à 0,50, ils sont à 2,33 aujourd'hui. Donc ça va significativement impacter les finances publiques au fur et à mesure des années à ce niveau-là. Donc la BCE, elle est toujours à la fois multicanale, etc. Ça aurait été un peu bizarre de dire on continue à acheter des actifs et on remonte
les taux courts, il y aurait eu un phénomène d'aplatissement de la courbe extrêmement violent, ce qui n'est pas forcément très favorable, notamment pour les banques. Donc moi, je trouve que ce qu'ils ont fait est assez cohérent. Et en même temps, on voit que depuis l'ère Mario Draghi, donc depuis 10 ans maintenant, on est dans une BCE très pragmatique, très proche de la réalité, et c'est encore le cas avec Christine Lagarde, à l'écoute. Et donc on sait très bien que si les spreads venaient à beaucoup s'écarter, ou surtout les taux d'État souverains dans certains pays plus périphériques, il y aurait une réintervention sous une forme ou une autre. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'après le PEPP et l'APP, on aura probablement, si nécessaire en tout cas, un programme de rachat d'actifs. Le point important, c'est le si nécessaire. Aujourd'hui, la logique veut qu'on a de l'inflation, on a une reprise économique, on peut normaliser. Et c'est tout à fait normal de ne plus avoir des taux à moins 0,50 dans la situation actuelle. Donc on commence cette normalisation, on arrête d'acheter des actifs, on a déjà un bilan qui a une taille quand même qui est très élevé aujourd'hui, donc on arrête d'acheter, on remonte progressivement les taux pour pas casser la croissance, mais quand même déjà retrouver des marges de manœuvre pour la suite. À un moment donné, la capacité et la force d'un banquier central, c'est de prévoir des outils qu'il n'aura finalement jamais besoin d'utiliser. Donc en disant au marché, si jamais ça s'écarte trop, on pourra réintervenir, on a un programme qui est prêt, finalement vous vous enlevez la nécessité de l'utiliser parce que le marché, sachant que ce programme existe, ne va pas forcément aller tester les limites. La BCE ayant fait la preuve de son efficacité par son intervention, à la fois dans la crise du Covid ou précédemment lors de la crise souveraine, post-crise souveraine en 2011-2012. Vous pensez que dans les couloirs de la BCE, il y a encore le fantôme de Jean-Claude Trichet qui se promène je veux dire, est-ce que la BCE est sous pression pour ne pas reproduire l'erreur que Jean-Claude Trichet avait commise. Oui, les petites hausses de taux qui avaient cassé les... En sortie de crise financière. Ce qui est certain, c'est que la doctrine générale des banques centrales aujourd'hui est beaucoup plus pro-croissance que la limite de l'inflation. Et on voit bien que finalement, une hausse des taux de 1/4 de point ou d'un demi-point a plus un impact psychologique sur les marchés qu'un impact direct sur la limitation de l'inflation. Et donc, il y a quand même eu... elles sont beaucoup plus politisées par le passé. D'ailleurs, il n'échappe à personne que Christine Lagarde n'est pas une banquière centrale de carrière, c'est une femme politique. Donc, ils sont aussi à l'écoute de ce qui se passe dans la vraie vie. Et donc, on a eu ce shift qui a commencé d'abord à la Banque du Japon il y a 20 ans, et puis il y a 10 ans en Europe, aux États-Unis, en Angleterre, où finalement elles sont davantage pro-croissance que uniquement sur l'objectif finalement assez hérité de la culture allemande, de banquier central, de combattre l'inflation. Et donc ça, c'est quand même un vrai changement. On l'a vu depuis 10 ans et je pense que ça va rester comme ça dans les années à venir. La Fed est engagée dans un cycle de hausse de taux qu'elle pourrait d'ailleurs accélérer. La communication va dans ce sens depuis maintenant quelques semaines. Jusqu'à quel stade est-ce que la BCE peut jouer sa propre partition ? Au bout d'un moment, elle va forcément être contaminée, entre guillemets, par cette hausse de taux, ne serait-ce que pour protéger l'euro. Alors oui, mais si on regarde ce qu'attendent les marchés, on va avoir des taux à peu près à zéro en fin d'année en Europe. On les attend aux alentours de 2,25, 2,5 aux États-Unis, 7 hausses de taux. Donc déjà, on sera sur un différentiel de taux très important. C'est très rare, si on regarde depuis le début de l'euro, d'avoir eu autant d'écart de taux entre les deux zones. Mais justement, est-ce que c'est tenable ? Alors oui, c'est tenable. Après, l'euro dans sa zone actuelle, donc 1,09, etc., est dans une situation qui est relativement favorable pour les exportateurs, donc assez pro-croissance, donc ça c'est un point positif. Ça fait, comme il est un peu faible, ça fait un peu d'inflation importée. Ça, c'est évident. Mais une fois qu'on a passé les effets de base, c'est quand même de nature à soutenir la croissance. Les bornes historiques, c'est quand même, je crois que c'est 0,90 d'un côté, 1,60 de l'autre. Donc on est plutôt dans une phase où l'euro est légèrement faible, donc c'est plutôt favorable à l'activité. Mais je pense que c'est pas l'objectif premier de la BCE et que le niveau actuel est à peu près tout à fait convenable. Et du point de vue des banquiers centraux, il n'y a pas de zone d'alerte du point de vue des devises à ce stade. Et puis égoïstement, ça soutient nos exportations. Tout à fait, c'est ce qu'on rappelait. On va parler de croissance un petit peu. La BCE avait revu à la baisse sa prévision de croissance pour 2022 dans la zone euro. Alors c'était une révision un peu timide, on va dire. De 4,2, elle avait été ramenée à 3,7%. Quand on regarde ce qu'ont prévu les sages en Allemagne, ceux qui conseillent le gouvernement, eux, ils ont pratiquement divisé par 3 la prévision de croissance pour cette année. A priori, la BCE va sérieusement réviser sa prévision. Oui, ça paraît très, très probable. Il y a une chose intéressante en Allemagne, c'est qu'ils ont révisé fortement à la baisse 2022, et l'Allemagne sera plus touchée que les autres pays parce qu'ils sont très importateurs de gaz, les prix du gaz ont beaucoup augmenté, etc. Mais ils ont remonté 2023. Ouais.
en disant voilà, il y aura un report de la croissance de ce qui n'a pas été fait en 2022 pour des problèmes de supply chain, évidemment pour les problèmes de coût de l'énergie. Et ça va, il y aura un transfert et un report sur 2023. Alors c'est peut-être légèrement optimiste, mais c'est quand même un message à garder en tête. On va le rappeler, tout le monde le sait, mais ça va mieux en le disant, c'est justement la difficulté de l'équation pour la Banque Centrale Européenne, lutter contre l'inflation et ne pas casser cette croissance qui sera déjà nettement inférieure à ce qu'on espérait. Elle sera inférieure. Elle est très importante, la croissance, parce que c'est aussi le socle de la réduction de la dette des États. C'est-à-dire qu'on a besoin de cette reprise, à la fois pour des questions d'emploi, de capacité à vivre bien socialement dans l'ensemble de l'Europe. Je crois que la croissance, elle était là. Elle était vraiment là, d'ailleurs, en début d'année, avant qu'on ait la crise ukrainienne, etc. Mais aujourd'hui, on garde quand même ce socle et cette lancée qui est là. On voit que du point de vue de la demande, en tout cas quand on parle avec les entreprises aujourd'hui, elles ont plutôt des problèmes de coûts, de supply chain, mais c'est pas au niveau de la demande où ça fléchit à ce stade. Alors justement, ça c'est l'autre sujet du moment, les difficultés d'approvisionnement, la flambée du prix des matières premières. Il y avait évidemment l'impact Covid, puis l'impact de la guerre en Ukraine, et puis on revient à l'impact Covid puisque des grandes villes chinoises sont confinées, et ça veut dire qu'on aura encore des difficultés d'approvisionnement dans les mois, voire dans l'année qui vient. Oui, tout à fait. C'est vrai que là, en un trimestre, si on regarde ce qui s'est passé, on a d'abord les banques centrales qui ont complètement accéléré leur mouvement. On a les prix des matières premières qui ont explosé à la hausse. On a la guerre en Ukraine qui a généré cette hausse des matières premières, qui a également généré un peu de disruption dans les supply chains en Europe, et est venu se rajouter à ça le problème du Covid, et notamment de la stratégie zéro Covid en Chine, qui crée des disruptions dans la production en Asie. Et donc en 3 mois, les choses ont beaucoup changé. Sur la partie asiatique, on voit déjà un petit peu les impacts, notamment dans les semi-conducteurs et dans la production. On voit également un petit peu de baisse de demande sur certains produits électroniques du fait de la fermeture des magasins. Et du coup, pour les entreprises qui ont parlé la dernière fois aux investisseurs fin janvier, début février pour leurs résultats annuels et qui ont donné des guidance sur l'année, finalement, en 3 mois, c'est passé un monde entre les deux. Et c'est pour ça que la publication des résultats du premier trimestre qui commence à arriver, qui aura lieu sur l'ensemble du mois de mai, va être extrêmement importante parce que finalement, les entreprises ont un travail fondamental à faire aujourd'hui, de regarder si les guidance et les perspectives qu'elles avaient données pour les 2022 au mois de janvier, dans un monde qui paraît finalement tellement différent de celui qu'on a 3 mois après, est tenable, à la fois en termes de chiffre d'affaires, est-ce qu'ils vont pouvoir faire les volumes attendus avec les problèmes de disruption dans la supply chain, les problèmes de marge, avec la hausse des coûts, quelle est leur capacité à répercuter les hausses de coûts, parce que tout le monde ne les a pas. On pourra reparler du luxe, mais là, les hausses de coûts, elles sont largement répercutées, et même plus, et ça se passe très bien, mais ça ne sera pas forcément le cas dans tous les secteurs. Donc là, c'est vrai qu'on est vraiment dans il y a eu un pivotement très fort, et des réajustements qui pourront se faire lors de ces publications de résultats. Oui, justement, qu'est-ce que vous attendez ? À vous entendre, j'ai l'impression que les 2 mots-clés, ce sera pricing power. Exactement. Et supply chain. Et guidance. Ouais. Oui. Alors, la guidance, finalement, c'est la résultante de la capacité à passer les hausses de coûts, d'un côté, et la capacité à délivrer vos produits dans un monde où vous avez des supply chains, donc des chaînes d'approvisionnement, on va le dire en français, c'est mieux, qui ne fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner à cause à la fois de la guerre en Ukraine, de l'Asie, des transports de containers qui sont assez à flux tendu en ce moment, alors que c'est un problème qu'on n'avait quasiment jamais connu historiquement. Donc c'est vraiment ces deux difficultés-là que rencontrent les entreprises aujourd'hui. Et donc c'est évident que les perspectives donc les guidance pour cette année 2022, elles pourront avoir besoin d'être ajustées. Ce qu'on voit, parce que pour le moment on a très peu de chiffres, on a eu JP Morgan, la banque américaine, hier après-midi, eux ils ont mis 900 millions de dollars de plus en provision pour des pertes de crédit dues aux impacts économiques. Ce qui est prudent, mais ce qui n'est pas rassurant. Oui, mais enfin, c'était plus par prudence que par anticipation. En même temps, à l'échelle de la taille de cette banque, ça montre que c'est peu. Et en même temps, on voit aussi que l'économie américaine est quand même moins impactée, notamment sur certains aspects que l'Europe sur la crise ukrainienne. Donc, toujours de la prudence de leur côté, des hausses de coûts, notamment, il l'avait dit au mois de janvier, sur les hausses des prix, notamment salariaux des employés aux États-Unis du secteur financier. Donc, on voit ça. À côté, on voit le luxe, donc LVMH, sur ses chiffres d'affaires, où il nous explique très clairement que les hausses de prix qu'ils ont passées sur un nombre important de catégories de produits a été très bien accepté par les consommateurs donc on voit que la demande là est là. Même chose avec Hermès ce matin, ça a été dit juste avant, les chiffres sont très bons sur toutes les différentes catégories de produits, la demande est vraiment là. Donc on voit quand il y a des marques, du pricing power, etc.,
ça se passe très bien. On voit que dans d'autres métiers plus industriels ou plus B2B, où on est sur des contrats avec des prix déterminés à l'avance, c'est plus compliqué. Et pas en cost plus, ça va être beaucoup plus compliqué. Vous travaillez, les professionnels de l'investissement, avec des guidance pour évaluer la valorisation d'une entreprise. Qu'est-ce qu'elles valent, ces prévisions, dans le contexte actuel? C'est très incertain. Alors, elles valent, si vous regardez, certaines entreprises n'ont pas ajusté les prévisions, mais le marché, par prudence, a ajusté la valorisation de ces entreprises. Si vous regardez, par exemple, le secteur automobile européen ou le secteur bancaire, des titres comme Stellantis ou BNP, ou le Crédit Agricole, on a eu des baisses très marquées par anticipation, soit pour les banques d'impact de la crise actuelle ou de moindres revenus dans la banque d'investissement, et pour le secteur auto, de disruption, de manque, encore plus de difficultés dans les semi-conducteurs, etc. Donc aujourd'hui, les guidance qui ont été donnés il y a quelques mois, par prudence, parfois le marché s'est significativement, notamment sur les valeurs cycliques, ajusté à la baisse en disant ces guidance ne tiennent plus forcément aujourd'hui. Donc si même les guidance, donc les prévisions pour l'année 2022 sont partiellement revues en baisse pour un certain nombre de titres au mois d'avril, mais qu'elles prennent en compte l'ensemble de ces difficultés, on peut tout à fait avoir des rebonds sur les titres en disant voilà, on a de nouvelles guidance qui sont crédibles dans ce nouveau contexte, et la baisse passée de ces titres peut générer du coup des points d'entrée assez attractifs. Mais même les entreprises, parfois, admettent qu'elles n'en savent rien. Ce matin, Publicis a publié un chiffre d'affaires en hausse de 17% sur le trimestre, largement supérieur aux attentes. En revanche, l'entreprise n'a pas relevé ses prévisions annuelles, tout simplement parce que le contexte géopolitique est trop incertain. Tout à fait. Et qu'elle a une visibilité, somme toute, assez réduite. Tout à fait. Disons qu'ils se sont laissés des marges de manœuvre. Et ce qui est assez intéressant en termes de communication financière, c'est de dire, voilà, on a fait mieux au premier trimestre, on ne change pas les prévisions annuelles, et finalement, dans le meilleur des cas, on sera plutôt au-dessus de ces prévisions. Parce que finalement, toutes les entreprises cherchent à faire. Ça ne va pas arriver juste au niveau de la prévision, mais significativement de les battre pour créer une dynamique positive en termes de communication, etc. Donc c'est ce qu'a fait Publicis, et ça paraît assez sage dans le contexte actuel. Mais vous l'avez rappelé, et le premier trimestre nous le rappelle à tous, il y a beaucoup de surprises. On est dans un monde relativement incertain. Remontée des taux, forte hausse des prix des matières premières, disruption à cause des guerres ou du Covid. C'est vrai que dans ces conditions, ça amène à une certaine prudence en termes d'investissement. Et pourtant, les marchés résistent bien. Comment est-ce qu'on explique cette résistance ? Alors, ils résistent. Il y a beaucoup de différences cette année de ce qu'on appelle de la dispersion en fonction des secteurs et des types de titres. Vous êtes en train de me dire qu'il ne faut pas s'arrêter à la lecture de l'indice et qu'il faut aller dans l'indice, on a des choses qui sont très écartées. Si vous regardez par exemple le Nasdaq aux États-Unis, il doit baisser d'à peu près 14 ou 15% depuis le début de l'année. Mais on a quasiment la moitié des titres en nombre, quand on prend le Nasdaq large, qui a baissé de plus de 40% depuis leur point haut du mois de novembre. Donc, c'est plutôt les grands titres, notamment les GAFA, qui ont moins baissé, et la moyenne du marché, la médiane, serait beaucoup plus basse. Donc ça, c'est quand même un point important. En Europe, on voit que les marchés ont quand même perdu une dizaine de pourcents depuis le début de l'année. Oui, mais ça reste modeste par rapport à la situation. Mais en même temps, l'activité, certes moins bonne qu'attendue, reste quand même encore relativement dynamique aujourd'hui. L'explication qu'on entend tout le temps des invités, c'est Tina, there is no other alternative, il n'y a pas d'autre alternative au marché action, donc ça explique sa bonne résistance. C'est facile comme excuse ou est-ce que c'est tout simplement la réalité ? Déjà, c'est toujours vrai. En tout cas, c'était très vrai où on avait des taux négatifs et des taux réels très négatifs, c'est-à-dire corrigés de l'inflation. On a toujours des taux réels très négatifs en Europe aujourd'hui. Donc, si vous êtes aujourd'hui un investisseur de long terme, détenir des obligations françaises ou allemandes à 10 ans, mettons les françaises qui vous rapportent 1,3%, a priori, ça ne vous rémunérera pas, même pas de l'inflation, pour les 10 prochaines années. Donc mécaniquement, vous êtes poussé à aller vers des investissements un peu plus risqués, obligations d'entreprise ou les marchés actions. Donc ce TINA, certes les taux ont monté, donc il est peut-être un peu moins massif que par le passé, en particulier aux États-Unis où ça c'est quand même les taux ont beaucoup monté. Néanmoins, il est toujours présent aujourd'hui. Et donc on est un petit peu dans une phase d'ajustement de marché. On dégonfle un petit peu les valorisations aussi, ce qui est important parce que quand les taux remontent, mécaniquement il y a un impact sur les multiples de valorisation. C'est ce qui est en train de se passer. Et l'incertitude aussi économique et géopolitique amène aussi un peu plus de prudence et donc à diminuer un petit peu les niveaux de valorisation. Quelle est votre stratégie chez Sycomore Asset Management ? Est-ce que vous avez aujourd'hui une poche de cash plus importante ? Est-ce que vous faites davantage de stock picking ? Alors,
il y a plusieurs choses. Nos fonds actions, aujourd'hui, sont pleinement investis, notamment sur des thématiques qui, pour nous, sont des thématiques de long terme. On a un fonds qui s'appelle Sycomore Éco-Solutions. Ce qui est très intéressant dans les thématiques autour du green et de la transition écologique et environnementale, c'est qu'auparavant, c'était pour réduire les impacts carbone, pour des problématiques de climat, de biodiversité. Mais aujourd'hui, ça devient aussi des problématiques d'indépendance nationale et géopolitique vis-à-vis d'autres pays. Donc on voit très bien qu'on a une double force qui soutiennent ces thématiques-là et qui pour nous sont tout à fait présentes aujourd'hui. Dans les fonds un peu plus mixtes, et pour répondre à votre question, on peut avoir à la fois des actions, des obligations d'État ou d'entreprise et du cash. On a un peu baissé la partie en action aujourd'hui, on est un peu plus prudent à court terme, en attendant de voir un petit peu les messages que vont donner les entreprises. On a très peu d'exposition aux obligations d'État, car les rémunérations sont, malgré la hausse des taux, toujours beaucoup trop faibles aujourd'hui. Par contre, on retrouve sur les obligations d'entreprise des rendements de 3, 4 ou 5% pour des maturités de quelques années, pas trop longues. Et ça, on retrouve ça très attractif aujourd'hui dans le contexte actuel. Merci beaucoup, Stanislas de Baillencourt, gérant chez Sycomore Asset Management. Merci d'avoir accepté ce format d'interview plus long que prévu.